s'il vous plaît. Est-ce que c'est visible, mon écran? Oui, c'est lisible. Ok, ok, merci. Ok, monsieur Ahmed, parole à vous. Vous pouvez commencer maintenant. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un réel plaisir de vous recevoir cet après-midi pour vous faire présenter le module 8 intitulé Système de soutien. Je m'en excuse beaucoup parce que la connexion n'est pas tellement bonne, raison pour laquelle j'ai désactivé le vidéo. Ok, merci beaucoup, monsieur Ahmed. Donc, ok, je commence avec le plan de présentation d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, monsieur Ahmed, vous nous donne l'introduction sur le module 8. Après ça, il nous donne des objectifs euh, du webinaire et le point clé du module 8, qui est le système de soutien. Et après ça, il vous donne des conseils et il vous donne les réponses si vous avez un doute et difficulté dans ce module. Et à la fin, on va faire une conclusion ensemble. Maintenant, c'est le déroulement de cette session. Premièrement, veuillez couper votre micro et éteindre la vidéo. Veuillez poser vos questions en utilisant le chat et en levant la main. Et après, vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion parce que c'est facile pour nous de vous donner la parole par un par. Monsieur Ahmed va lire les questions dans la boîte et vous donnera les réponses. Et lorsque et seulement vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de mettre le son et d'allumer votre caméra. Euh, et à la fin, la moyenne de ce webinaire, ça sera disponible sur le canal d'Empower School. OK? Et pour les autres qui en ont besoin de la présentation, il m'a envoyé un mail, OK? Et je vais vous envoyer sa présentation, OK? Le lendemain. Merci. Donc, le suivant, c'est l'objectif. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Ahmed. Il commence maintenant. Parole à vous, Monsieur Merci Ahmed. beaucoup, M. Aman. En Merci. termes d'objectifs du webinaire, c'est que l'objectif principal du webinaire est de vous donner l'occasion d'examiner un module et de poser des questions auxquelles l'expert pourra répondre. Il résumera le module 8, puis invitera les participants à poser des questions et enfin indiquera comment vous pouvez auto-évaluer vos progrès et vos acquis au fur et à mesure que vous avancez dans ce cours. Slide. En termes d'agenda, nous avons, comme d'habitude, 90 minutes qui sont scindées par une introduction à 5 minutes, présentation 20 minutes, première session questions et réponses 15 minutes, présentation du module 8 20 minutes, deuxième session 25 minutes, puis une conclusion sera couronnée par une conclusion qui prendra 5 minutes. Il s'agit donc du module 8 intitulé « Les systèmes de soutien pour la chaîne d'approvisionnement des produits de soins ». Je vous rappelle que c'est un module qui est très vaste, mais avec nos enseignants
ils ont pu synthétiser ce module et nous avons eu un résumé qui est vraiment restreint parce que ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Donc, nous allons commencer à aller calmement afin que vous arriviez à comprendre ce que nous allons projeter envers vous. N'hésitez pas à vous écrire sur le chat si vous avez des contraintes. Je vous prie de couper les caméras parce que la connexion n'est pas tellement bonne dans l'ensemble. Donc, c'était structuré dans ce sens qu'il y a 9 modules durant ce cours et une étude des cas. Donc, ce module vient juste après le module précédent sur l'usage rationnel. En faisant ce module aujourd'hui, ça nous reste alors un seul module intitulé Leadership en santé. Les points clés de ce module intitulé Système de soutien comme état et s'articuler comme état aperçu du module, nous allons passer d'abord par une introduction. Ce module est conçu en 7 chapitres. Chapitre 1 intitulé L'organisation et le personnel de la chaîne d'approvisionnement. Puis nous allons voir le chapitre 2, les données de la pyramide de l'information. Ensuite, chapitre 3, la mise en œuvre du système d'information pour la chaîne d'approvisionnement. Chapitre 4, introduction au système d'assurance qualité. Ensuite, chapitre 5, approche pratique concernant l'assurance qualité. C'est la suite même de l'assurance qualité. Chapitre 6, l'impact financier et chapitre clôturé par chapitre 7, ce qui concerne le financement. Comme étant le but du module 8, le but du module 8, le chapitre est de vous donner une introduction sur les systèmes de soutien qui permettent de faire fonctionner efficacement une chaîne d'approvisionnement. Spécifiquement, à la fin de ce module, les apprenants que vous êtes doivent être en mesure de comprendre les différents types de systèmes de soutien, l'organisation et le personnel, la technologie de l'information, le système d'information et de gestion la logistique, la planification de la gestion des risques, l'assurance qualité, le financement d'une chaîne d'approvisionnement et l'impact financier que l'optimisation des ressources et retour sur les investissements. Slide suite. Nous allons voir d'abord un rappel sur le cycle gaz. Voici les étapes du cycle gaz. Il y a d'abord la sélection des produits de santé, puis la quantification, puis l'acquisition, le système de gestion de stock, l'entreposage et la distribution, puis au service au client. Dans tout cet ensemble, il va y avoir un suivi de la qualité pour que le produit arrive au patient avec une bonne qualité d'efficacité. Et au niveau du milieu, nous avons le système d'information de gestion logistique, suivi du pipeline du point de vue fournisseur jusqu'au client, l'organisation du personnel, la budgétisation des supervisions et le système de suivi et évaluation. Donc, tous ces aspects sont couronnés par ce qu'on appelle une adaptabilité et du point de vue de l'environnement politique. Vous êtes d'accord avec moi que du point de vue politique, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait des règlements et les procédures du gouvernement qui ont une influence de tous les éléments du système logistique. Du point de vue de la sélection, le gouvernement doit être capable de définir les procédures de sélection des médicaments, les procédures de quantification et d'acquisition des médicaments, les
procédures de gestion des stocks et d'entreposage des médicaments, et aussi doivent élaborer des procédures concernant la dispensation des médicaments. Du point de vue adaptabilité, pardon, monsieur Aman. Dans un sens, l'adaptabilité, c'est-à-dire se réfère à la capacité d'un système d'obtenir les ressources nécessaires pour répondre à des changements dans la demande. Par exemple, lorsque la demande s'accroît, un système logistique devrait être capable d'assimiler de plus grandes quantités de produits. Voilà ce qu'on peut parler que l'adaptabilité. Slide. À présent, nous allons voir le système d'approvisionnement pharmaceutique. Le système d'approvisionnement pharmaceutique, premièrement, il y a la sélection des produits, puis la quantification, la budgétisation. Après budgétisation, le choix et de la méthode d'approvisionnement. Il y a effectué les appels d'offres. En effectuant les appels d'offres, on contractualise avec les fournisseurs concernant les commandes, puis le suivi de la commande. Pour faire toutes ces étapes, il y a aussi des prérequis. Il faut qu'il y ait aussi des lois et réglementations en vigueur appliquées dans ce pays. Il faut qu'il y ait une politique et une stratégie de l'État. Il faut qu'il y ait des plannings des approvisionnements. Il faut qu'il y ait un suivi et évaluation du marché, une chaîne d'approvisionnement robuste, des données de consommation ou de mobilité fiables. Il faut qu'il y ait des capacités de ressources humaines et l'allocation financière, un système de suivi, évaluation et de l'assurance qualité qui est fonctionnel. Voici les prérequis pour que les 7 points-là soient aboutis, soient fonctionnels. C'est un slide. Par définition, les systèmes de soutien, ce sont des fonctions de gestion et de mise en œuvre qui ont une influence significative sur le succès de la chaîne d'approvisionnement. Au point de vue du cadre général et réglementaire, c'est le noyau même. Donc, du point de vue cadre réglementaire, le système de support apporte sur l'efficacité fonctionnelle de la chaîne d'approvisionnement dans son cadre politique et réglementaire. Le système de soutien. Le système de support soutient la gestion de la chaîne d'approvisionnement et facilite l'exécution de son plan de travail. Il y a aussi les activités de la chaîne d'approvisionnement. C'est qu'au niveau du système d'approvisionnement, il y a ce qu'on appelle les fonctions métiers, il y a ce qu'on appelle les fonctions de soutien. Donc, les fonctions métiers, c'est exemple la sélection, la quantification, l'acquisition, la gestion des stocks, l'entreposage, la distribution sont des fonctions métiers. Même jusqu'à la dispensation des médicaments, ce sont des fonctions métiers. Donc, par contre, le système de soutien, ce sont des systèmes qui vont appuyer, qui vont soutenir pour que les systèmes métiers réussissent. Les systèmes de soutien aident la chaîne d'approvisionnement à préserver la mémoire de tous les intrants du processus de façon à aligner ces résultats sur les objectifs du programme. Voilà ce que nous venons de dire, que les systèmes de soutien, grâce au système de soutien, que nous allons atteindre les objectifs. Slide. Les typologies de systèmes de soutien. Au niveau des systèmes de soutien, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, nous allons voir d'abord, comme nous l'avons déjà si bien dit, l'organisation et le personnel. Le personnel, point de vue en quantité suffisante et du point de vue motivé et bien formé. Il y a les technologies de l'information, le système d'information de gestion logistique, la planification de la gestion des risques. Vous comprendrez aussi que si on ne planifie pas la gestion des risques, c'est au niveau de la gestion des risques, tout ce qui est risque, ça veut dire tout ce qui va nous empêcher à ne pas atteindre l'objectif. Donc, il faudra planifier ça pour atteindre les objectifs. Il y a aussi le système d'assurance qualité, il y a aussi le financement et l'impact financier. Voici les 7 points qui peuvent
être impliqués au niveau du système de la chaîne d'approvisionnement. Voilà ce que nous pouvons dire, les typologies dans ce système de gestion des approvisionnements. Voilà ce que nous pouvons citer. Il y a tant d'autres, mais voici ce qui sont essentiels. Je demande, s'il vous plaît. OK. Point clé du module 8, système de soutien. Ça, nous allons voir d'abord chapitre 1, comme nous l'avons déjà dit. On était au niveau sur l'introduction. Maintenant, nous allons évoluer sur le chapitre 1, sur l'organisation, comment s'organiser le système de gestion d'approvisionnement et le personnel de la chaîne d'approvisionnement. Slide. En ce qui concerne le chapitre 1, le but du chapitre 1 est de comprendre comment organiser les activités de la chaîne d'approvisionnement et l'importance des ressources humaines pour y arriver. Spécifiquement, à la fin de ce cours, vous devez être en mesure d'expliquer l'application des fonctions d'organisation, comment organiser efficacement les activités de la chaîne d'approvisionnement, l'importance des ressources humaines, les compétences, les qualifications et expériences nécessaires, les défis des ressources humaines dans nos pays, les stratégies pour surmonter ces défis, les systèmes et les processus pour bâtir des ressources humaines pérennes, viables dans la chaîne d'approvisionnement, ce que cela nécessite en termes de gestion, bien à une distribution de postes typiques. L'organisation du personnel. En termes d'organisation du personnel, une chaîne d'administration qui fonctionne bien s'appuie sur une organisation efficace de toutes ces activités. Il s'agit donc, entre autres, de qualification, quantification des besoins, la planification, l'exécution, la gestion des achats, la réception, l'entreposage, la gestion de la distribution pour assurer une disponibilité permanente des produits, la dispensation auprès de patients, les rapports sur les consommations et l'analyse de ces rapports, l'assurance qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Du fait de la multiplicité de ces tâches, il est clair que les ressources humaines jouent un rôle essentiel, puisqu'elles exigent tout un personnel qualifié pour être mené à bien toutes ces activités que nous avons déjà citées. Même si la chaîne d'approvisionnement font de plus en plus appel à des technologies, le succès de cette dernière repose sur des spécialités pointues, aussi bien au plan technique qu'administratif et de gestion. Il est donc une organisation détaillée et précise mise en œuvre par des ressources humaines motivées et qualifiées pour les différentes tâches à accomplir. Donc, en termes de compétences nécessaires dans l'équipe concernant sur les activités de métier, en prenant l'exemple sur la sélection de produits, on aurait besoin de personnels spécialistes en pharmacoéconomie, des médecins cliniciens, des pharmaciens, des pharmacologues spécialistes en pharmacovigilance. Au niveau des prévisions, des quantifications, on aurait besoin des spécialistes en chaîne d'approvisionnement, des logisticiens, aussi bien des économistes en santé, des médecins et aussi des pharmaciens. Au niveau des achats, c'est-à-dire l'acquisition des produits, on aurait besoin aussi des médecins,
des pharmaciens, des financiers, des hommes de droit, des juristes qui peuvent élaborer des contrats avec les fournisseurs, des juristes qui comprennent le marché, qui comprennent tous les statuts en termes de tout ce qui est juridique concernant les achats des produits de santé. Et on aurait aussi besoin des spécialistes en achat. Au niveau de stockage et entreposage, bien sûr, on aurait besoin des personnes, des spécialistes en comptabilité et des financiers, aussi des spécialistes en gestion des approvisionnements, des logisticiens et aussi des spécialistes en, de la nouvelle technologie de l'informatique, tels qu'on les appelle des informaticiens. Au niveau de la distribution, on aurait besoin des personnels qualifiés en gestion des approvisionnements, en gestion des transports pour gérer bien la flotte, la gestion des flottes, des logisticiens aussi pour mener à bien l'activité de distribution. En termes aussi d'usage rationnel, on aurait besoin aussi des médecins, cliniciens, des pharmaciens, des spécialistes en pharmacovigilance, comme donc on peut dire qu'une chaîne d'approvisionnement efficace nécessite au moins 20 cadres différents avec différents postes. Au niveau du management, on a besoin des spécialistes en management, des administrateurs aussi. Au niveau de la politique d'achat, comme des compétences institutionnelles qui seraient souhaitées. Donc, les organisations internationales d'achat, des médecins, des pharmaceutiques, des finances aussi, de comptabilité. En gestion de la chaîne d'approvisionnement, on aurait besoin aussi responsable d'entreposage, distribution, gestion de la logistique et des transports, en assurance qualité, contrôle qualité, l'assurance qualité, des spécialistes en assurance qualité, des pharmaciens, des chimistes, aussi des statisticiens. Au niveau réglementaire, au niveau des fonctions réglementation nationale et internationale, on aurait besoin des spécialistes en droit, des juristes qui comprennent les fonctions règlement du produit pharmaceutique, aussi des gestionnaires des politiques, aussi des pharmaciens. De coordination, on aurait besoin des spécialistes en droit, des sciences politiques, des gens qui sont capables de mener une négociation et des administrateurs. Le système de formation de gestion, on aurait besoin des spécialistes de la nouvelle technologie de l'information, des ingénieurs informatiques et des logisticiens qui peuvent mener à bien cette fonction de système d'information de gestion logistique. Donc, c'est tout un ensemble des compétences institutionnelles qu'on aurait besoin pour mener à bien un système de gestion logistique des médicaments dans nos pays. C'est dit encore qu'au niveau de l'organisation du personnel de la fonction, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau des achats, il faut ce qu'on appelle la séparation des fonctions à chaque niveau. Au niveau des achats, en prenant l'exemple au niveau des achats, il faut celui qui fait la préqualification des fournisseurs, ça ne doit pas, il va avoir une séparation des fonctions avec celui qui fait les appels d'offres. Et aussi, il ne doit pas aussi cumuler aussi la fonction de l'adjudication des offres, c'est-à-dire que la contractualisation avec les offres des contrats avec les fournisseurs. Il doit être aussi différent de ce qui fait le suivi des offres et aussi il y a aussi une fonction transit, ça doit être aussi une autre personne. Tout ça, là, au niveau des achats, ça doit avoir une séparation des fonctions avec ce type d'activité auquel ça doit se produire au niveau des achats. Au terme de stockage, celles qui doivent faire l'inspection à la réception, ça ne doit pas être celui qui fait l'échantillonnage, celui qui assure le contrôle qualité des médicaments, celui qui élabore, celui qui prélève la quarantaine, celui aussi qui fait la libération de stock, et celui qui assure le stockage des produits, et celui aussi qui assure la gestion des stocks et la qualité, la logistique aussi, et aussi le niveau de la technologie de l'information. Ça doit être différentes personnes.
celui qui assure le système de gestion logistique, et aussi celui qui assure aussi même la gestion des clients, réception des commandes, la préparation des commandes, la facturation, le bon de livraison, les colisages, les changements des colis. Tout ça, ça doit être c'est pas une seule personne qui doit cumuler toutes ces fonctions. Afin, si on ne sépare les fonctions, ça nous permet d'éviter les conflits d'intérêts. Au niveau de la distribution, il faudra aussi qu'il y ait séparation de fonctions avec celui qui assure la logistique et aussi celui qui assure aussi l'assurance qualité des produits et médicaments. Il faut instaurer aussi des codes de bonne conduite et déclarer aussi chaque personne à sa fonction là où il est, qu'il déclare, qu'il signe une décharge de conflit, un document qui stipule concernant les conflits d'intérêts. Une chaîne d'approvisionnement efficace nécessite au moins, comme nous l'avons déjà si bien dit, 20 cadres différents. Donc, ça sera maintenant une redondance mais ça, on l'avait déjà dit ce jour. Monsieur Aman Slide. Donc, à présent, nous allons voir le chapitre 2, intitulé « Les données de la pyramide de l'information ». On comprendrait que dans nos systèmes de santé, il est sous forme pyramidale, du premier échelon jusqu'au dernier échelon. Donc, si tu prends du point de vue administratif, c'est comme ça. Aussi, ça doit être aussi fait d'une manière en ce qui concerne la gestion des approvisionnements. Donc, nous allons maintenant passer voir en détail le chapitre 2 intitulé « Les données de la pyramide de l'information ». Vous comprendrez aussi que les données, le rôle des données vont nous permettre de nous donner une information et l'information va nous permettre de prendre une décision et qui va nous mener dans l'action. Monsieur Amar. Au niveau de la technologie de l'information que nous l'avons déjà dit, la typologie du système de soutien, la chaîne d'approvisionnement dépend de la disponibilité des données à chaque niveau et de leur transmission diligente pour toutes les activités. Et donc, certaines données essentielles telles que la prévision, la quantification, les délais de fabrication, les délais de livraison des produits achetés, les données sur le stockage et de la distribution, les données sur les ruptures de stock, les données sur les expirations des produits. Donc, ce sont toutes ces données-là doivent être véhiculées au niveau supérieur afin qu'on prenne une décision. Pour collecter ou regrouper et transmettre ces données, il faut un système de technologie de l'information fonctionnel, optimisé, pour utiliser au mieux de la technologie disponible localement et le niveau de capacité du personnel. Souvent, la collection des données véridiques et fiables, sa validation et sa transmission tout au long de la chaîne d'approvisionnement est souvent rendue complexe à cause des systèmes n'appliquant pas la même norme et des technologies disparates. Souvent, dans nos pays, on met un système, mais ce que nous voulons exactement, nous ne savons même pas. On veut mettre un système en place, mais exactement, nous ne savons pas ce que nous voulons. Donc, au début, nous devons d'abord définir ce que nous voulons vraiment afin de mettre un système en place. Donc, le but de ce chapitre est de comprendre comment utiliser efficacement les données pour la chaîne d'approvisionnement et comment gérer de l'information utile à sa gestion. Et à la fin de ce cours, comme étant objectif de ce cours, vous devez être en mesure d'expliquer quelle information est nécessaire dans la chaîne d'approvisionnement. En termes de planification des systèmes d'information, la relation entre données et l'information, la gestion des données, les sources des données, la qualité des données, point de vue promptitude et complétude, la pertinence de l'information pour ceux qui collectent les données, la pyramide de l'information, tout ça là, nous devons être capables
de revoir tout ça, de maîtriser cette partie dans ce chapitre. Et ça a été très bien détaillé dans ce chapitre parce que je vous ai très bien dit que ce chapitre, il est très vaste. Donc, nous allons faire un résumé synthétique pour que vous arriviez à comprendre l'essentiel. Donc, à présent, nous allons voir le chapitre 3, mise en œuvre des systèmes d'information pour la gestion d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'après avoir planifié ce système d'information de la gestion d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il faut maintenant cette mise en œuvre-là, parce que ça a été très bien dit que si on n'arrive pas à planifier, le jour qu'on va planifier, nous allons planifier notre échec. Donc, c'est très pertinent de planifier le système de la gestion d'approvisionnement pour aboutir à des résultats escomptés. Donc, nous allons maintenant voir ce chapitre 3 intitulé Mise en œuvre des systèmes d'information pour la chaîne d'approvisionnement. Chemin suivant. Concernant le système d'information de gestion logistique, le système d'information de gestion logistique, on l'appelle aussi parfois à tort un système d'information de gestion pharmaceutique. Il est le pilier central de la gestion d'approvisionnement parce que sans ce système, on ne peut pas avoir d'information. Et sans l'information, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Donc, grâce à ce système, quel que soit manuel ou électronique, qui peuvent nous amener à prendre des décisions idoines face à la bonne marche de la gestion des approvisionnements. Donc, un système de gestion logistique efficace permet aux soignants, aux responsables de la chaîne d'approvisionnement et aux décideurs politiques de recevoir de l'information et de prendre des décisions correctes. Décisions qui vont droit, à ce qui devait se faire. Donc, un système de gestion logistique complet doit couvrir des outils de collecte des données et de préparation des rapports au niveau des formations sanitaires. Des mécanismes permettant à chaque niveau de préparer et d'envoyer des rapports au niveau supérieur. Toutes les procédures et les indicateurs de performance. La capacité d'analyser les données à chacun de ces niveaux. J'insiste là-dessus. En mettant ce système en place, il faut bien définir les indicateurs clés de performance. Exemple, le taux de rupture, le délai de livraison, le niveau de satisfaction des clients. Ce sont tant des indicateurs auxquels il faut bien les définir dans ce système. Donc, en mettant ce système, il ne faut pas aller embrouiller ce système qu'on a mis des multitudes d'informations, que ces informations, on n'arrive même pas à les extraire, on n'arrive même pas à les analyser. Il faut mettre des informations qu'on puisse les extraire, qu'on puisse les analyser, afin qu'on ait une information utile pour une décision, pour prendre une décision correcte. Un système de gestion d'information de gestion logistique qui fonctionne signifie que toutes les données seront disponibles et préparées de façon à rendre la prise de décision efficace. Et donc, le système d'information de gestion logistique peut être manuel, mais c'est peu efficace. Il est préférable qu'il soit informatisé, même si ça ne fonctionne pas encore à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, car c'est la seule façon d'avoir un système rapide et efficace. Vous comprendrez qu'au XXIe siècle, nous sommes au monde de la technologie. Donc, si nous mettons ce système de façon électronique, ça va nous permettre d'aller vite, ça va nous permettre d'avoir une information en temps réel.
Le but de ce chapitre est de comprendre comment mettre en œuvre efficacement un système de formation pour une chaîne d'approvisionnement. Et l'objectif de ce cours, à la fin de ce chapitre, vous devez être capable d'expliquer pourquoi le développement du système est essentiel avant toute information, le besoin d'une cartographie des flux, c'est-à-dire que toute la cartographie des flux, il faut bien qu'il y ait des informations qui ont été bien répertoriées, les principes directeurs pour le développement des systèmes d'information de gestion, les objectifs de l'étape avant-projet, les fonctions de la phase de conception, la présentation de l'information des graphiques, les logiciels de gestion de l'information, comment utiliser l'information pour passer à l'action. Tout ça, il faut en mettre en place, il faut mettre en manière qu'on aurait exemple des graphiques qui vont montrer, qui vont nous donner une information lisible, qui vont nous mettre vraiment, c'est pas des choses qui vont nous faire perdre le temps, mais ce sont des choses qui vont nous donner certaines informations que nous-mêmes nous serons capables de les analyser par rapport à leur contenu. Souvent, le chien. Bon. En présent, nous allons voir le chapitre 4 sur l'introduction au système d'assurance qualité. Nous allons passer en bref système d'assurance qualité. Monsieur Aman. Donc, il faut d'abord comprendre qu'il y a d'abord une différence entre l'assurance qualité et le contrôle qualité. Donc, il faut faire très, très attention au contexte dans lequel on parle de l'assurance qualité. Si vous entendez le mot assurance qualité, il faut faire très, très attention. Écoutez bien ce qu'on veut exactement pour ne pas se précipiter, aller donner quelque chose que ce n'est pas ça ce qu'on veut. Donc, en principe, il faut d'abord vérifier la signification exacte du terme utilisé, vérifier qu'il n'y a pas de confusion entre assurance qualité et contrôle qualité, comme l'expliquait Poulet. Vérifier d'abord qu'il parle de l'assurance qualité des produits et non des systèmes de fonction ou de procédure. Lire la partie sur dissiper les faussettes et être conscient des confusions qui abondent sur le sujet. Donc, par définition, l'assurance qualité est un vaste concept englobant toutes les questions qui, individuellement ou de façon collective, influent sur la qualité du produit. Ce qui concerne les produits pharmaceutiques, l'assurance qualité peut être déclinée en plusieurs thèmes principaux: l'élaboration, le contrôle de la qualité, la production, la distribution et l'inspection. Comme nous l'avons déjà si bien dit, depuis la sélection des médicaments jusqu'au service client, l'assurance qualité, c'est un élément qui est transversal. Il doit veiller, est-ce que la sélection a été respectée, les procédures, est-ce que le produit a été vraiment été libellé, la manière dont le produit a été libellé, c'est comme ça que le produit devait être libellé. Donc, il doit tout veiller ça. Et en eux de même, il doit veiller au niveau de la quantification. Est-ce que les procédures de quantification étaient respectées? Venir aussi au niveau de l'acquisition des produits. Est-ce que tous ces produits étaient respectés? Donc, l'entreposage, est-ce que au niveau du magasin, est-ce que les conditions de conservation des médicaments sont respectées? Est-ce que il n'y a plus d'humidité? Est-ce qu'il n'y a pas la chaleur qui est tellement exorbitante? Tous ces facteurs, l'assurance qualité, il est en mesure de déceler ce genre de choses afin que le produit assure la qualité requise pour que le bénéficiaire de ce produit gagne vraiment son rôle auquel il a été utilisé. Donc,
L'assurance qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et le contrôle qualité, ça concerne lors de la fabrication et au niveau, concernant aux fournisseurs et des textes au niveau des laboratoires de contrôle qualité. Donc, voilà. Au niveau, donc, on peut dire que l'assurance qualité, c'est un moyen de prévenir pour que le médicament soit efficace. Donc, en ce qui concerne le contrôle qualité, donc ça, c'est au niveau de depuis, ça contrôle le médicament concernant les différentes constitutions de médicaments tels que les principes actifs, les excipients du point de vue des impuretés auxquelles ils peuvent se déceler. Donc, ça, c'est du point de vue, est-ce que ça respecte les bonnes fabrications, pratiques de fabrication depuis de ce produit. Donc, ça, c'est au niveau du laboratoire. Va, Michel. Donc, la politique nationale d'assurance qualité, une nécessité d'une politique, il faudra qu'il y ait une politique nationale d'assurance qualité portant sur la sélection d'un produit médicament, du point de vue spécification et documentation, aussi au niveau des achats, le respect des prix, la préqualification des fournisseurs, ça se fait par, dans nos centrales d'achat. Nous, au niveau de notre centrale, on n'a jamais fait une préqualification, mais l'EMS nous a donné le fait vert qu'il va nous appuyer pour faire la préqualification du produit fournisseur, du couple produit-fournisseur. Et il faudra aussi qu'il y ait nécessité, en ce qui concerne les achats, concernant les expéditions, bien vérifier ce qui a été commandé et ce qui a été livré. Aussi, au niveau de la réception, les inspections à l'arrivée des produits, l'échantillonnage et les textes, le stockage et la distribution, tout ça là, et au niveau même du service au client, tout. Donc, il doit y avoir une politique nationale d'assurance qualité portant tous ces aspects. Donc, ça va permettre d'assurer que le produit le patient va recevoir, il est le produit de qualité qui répond aux normes, le produit qui est efficace. Donc, c'est ceux qui vont prendre le médicament, ils vont avoir des médicaments de bonne qualité acceptables. Souvent, monsieur. Donc, ce chapitre vise à nous faire comprendre les conditions basiques et les approches au système d'assurance qualité pour les produits pharmaceutiques. À la fin de ce chapitre introductif, vous devez être capable d'expliquer la différence entre assurance qualité et contrôle qualité et de dissiper les faussetés au sujet de l'assurance qualité, les principes de base de l'assurance qualité sur les produits de santé, comment utiliser les médicaments, utiliser les méthodes d'assurance qualité pour prévenir la survenue des problèmes. L'assurance qualité complète, l'approche systémique totale, l'approche basée sur les risques, les sources de la documentation sur l'assurance qualité et les directives. Donc, tout ça, là, vous devez être en mesure de comprendre cela. Et ça a été très bien détaillé au niveau de dans ce chapitre. Bon, Michel. Nous allons voir à présent chapitre 5 intitulé Approche pratique de la science qualité. C'est la suite de ce module, de ce chapitre 4, voilà, que nous allons essayer d'avoir pratiquement au niveau de qu'est-ce que nous devons faire, voilà, sur cet aspect de la science qualité. Donc, voilà, cher Marie. L'approche pratique de la science qualité, le but de la science qualité dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments est d'assurer que chaque médicament et produit de santé administré aux patients est de qualité sûre, efficace et de qualité acceptable.
La promotion de la science qualité se fait via une pharmacopée internationale qui décrit toutes les normes des produits et des guides thérapeutiques standards et des politiques publiées par les gouvernements. Et nos guides auxquels sont élaborés par nos États doivent vraiment veiller à se documenter les produits auxquels sont figurent au niveau de ce guide. L'assurance qualité pharmaceutique prend en compte les matériaux, les processus de fabrication, le conditionnement, les pratiques de distribution, l'usage rationnel des médicaments, la pharmacovigilance et la surveillance de la résistance antimicrobienne. L'assurance qualité inclut les formations, les supervisions des équipes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, du premier échelon jusqu'au dernier échelon. Il faut qu'il veille à chaque niveau là où il se trouve, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Et c'est comme ça que ça a été décrit. Donc, tout ça, le santé, il doit être en mesure de faire tout ça pour qu'il dissipe tout ce qui est produit, problèmes qui peuvent survenir. Une assurance qualité efficace exige un système d'information de gestion logistique efficace. Donc, ceci dit, donc, on ne peut pas aller mettre un système d'information de gestion logistique sans impliquer les gens, les responsables de la science qualité pour qu'ils disent son mot, pour qu'ils nous éclaircissent concernant ce système de formation auquel il va y avoir des résultats probants. Donc, le but de ce chapitre, il s'agit dans ce chapitre de comprendre les exigences de base qu'il faut réunir pour mettre en place un système d'assurance qualité pour les produits de santé. Et en termes d'objectifs de ce cours, à la fin de ce chapitre, vous devez être en mesure d'expliquer l'importance des politiques d'assurance qualité et leur plan de mise en œuvre, les principales composantes d'un programme d'assurance qualité, les contraintes qui vont imposer les approches qui seront utilisées, le système d'approche d'assurance qualité totale au niveau des achats, le système d'approche d'assurance qualité sur les aspects de la logistique, les 3 étages du système de test, les définitions des produits qui ne répondent pas aux critères d'assurance qualité et leurs conséquences juridiques. Voilà. Tout ça, donc voilà. Donc, les 4 catégories de composantes pour établir un programme d'assurance qualité, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la logistique, de stockage et distribution et au niveau de niveau de système de pharmacovigilance. Donc, ça, il y a d'autres, mais si dans les 4 là, donc si nous vraiment, nous voulons mettre vraiment un programme d'assurance qualité, donc voilà, ça va vraiment englober beaucoup de choses. Nous allons voir l'impact financier, chapitre intitulé Impact financier. On comprendrait que c'est tout un problème dans nos pays à revenus faibles. Parfois, nos centrales ne sont pas financées donc ils rencontrent énormément de problèmes. Donc, les gestions des autres laquelle on n'arrive pas à maîtriser. Et puisqu'il y a aussi suffisamment de vous comprendrez à la longue ce chapitre ce que nous allons détailler. Suivant mes chers.
Ce chapitre a pour objectif de faire comprendre les impacts financiers de la chaîne d'approvisionnement et les approches qu'il faut envisager pour utiliser mieux les ressources et les optimiser d'une manière efficiente. C'est-à-dire que l'argent, comment nous allons bien utiliser cet argent-là pour que notre système soit viable. Et l'objectif de ce chapitre, c'est comment on en est arrivé à considérer ces impacts financiers, les différents types d'impacts financiers, l'implication de ces impacts financiers sur la conduite d'une chaîne d'approvisionnement de santé, les concepts de base de l'optimisation des ressources, les mesures et les coûts qui sont nécessaires, comment faire des scénarios pour modéliser, du point de vue, l'efficience financière. Et en termes du chapitre 6 concernant le financement qui est le nerf de la guerre, pour assurer une disponibilité permanente des médicaments, les autres produits et équipements de santé, il faut un financement pérenne. Il faut un financement viable et suffisant. Dans le domaine de la santé, il y a une lutte perpétuelle pour trouver le bon équilibre entre les ressources budgétaires du gouvernement, les bailleurs de fonds et les autres sources de financement. Environ 57% des soins de santé dans le monde sont financés par le budget public. Le reste étant par des paiements privés ou par des bailleurs de fonds. Un financement insuffisant et approprié n'est pas seulement un aspect important de la planification stratégique, c'est aussi une obligation de politique publique. On comprendrait que dans nos États, beaucoup de pays à revenus faibles, leur financement, certains n'ont même pas arrivé jusqu'à 20%, donc dans le secteur pharmaceutique. Donc, on comprendrait qu'il y a une nécessité vraiment d'assurer un financement concernant le système de pharmacopée, système de gestion des médicaments. Donc, dans ce chapitre 7, suivant toujours, suivant. Dans ce chapitre, vise à vous faire comprendre les questions du financement de la chaîne d'approvisionnement, les budgets et les différentes sources de financement possibles et leur gestion. Et à la fin de ce chapitre, vous devez être en mesure d'expliquer les généralités du financement de la chaîne d'approvisionnement, les considérations budgétaires et financières, les conséquences d'un financement insuffisant, les sources de financement possibles, les impacts potentiels d'un financement durable du système de santé sur la chaîne d'approvisionnement. Et l'impact sur le financier, pour pouvoir optimiser les ressources, il faut arriver à déterminer le retour sur l'investissement et comparer ce qu'on espérait. Les rois et optimiser lorsqu'on arrive à trouver un équilibre entre économie et dépenses moins. Concernant sur l'efficience, dépasser là où c'est plus utile et du point de vue efficace, dépenser intelligemment pour atteindre les buts qu'on s'est fixés. Quelques critères utilisés pour estimer l'optimisation des ressources et le roi, l'accès aux médicaments, usage rationnel des médicaments, manière efficience, efficace et en termes d'équité et viabilité. Voici aussi les critères qui permettent d'utiliser et estimer l'optimisation des ressources. En conclusion,
Nous avons regardé rapidement les systèmes de soutien, en particulier quelques systèmes importants sur l'organisation du personnel, le soutien des technologies de l'information, les systèmes d'information de gestion logistique, la planification de la gestion des risques, l'assurance qualité, le financement de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation des ressources. Ces systèmes de support sont cruciaux pour assurer l'efficacité des coûts et la coefficacité des activités de la chaîne d'approvisionnement de santé. Il est donc, ils permettent d'éviter des risques ou des défis insurmontables dans la mise en œuvre des activités. Ces systèmes de soutien sont des fonctions d'appui à la gestion et à la mise en œuvre. Et ils demandent une planification correcte ainsi que des ressources aussi bien techniques qu'humaines. Il est donc important que les responsables de la chaîne d'approvisionnement leur portent attention nécessaire. Mesdames et messieurs, de façon ramassée, voilà ce que je peux vous fournir cet après-midi. Ce module, comme je vous ai si bien dit que c'est un module très long, mais mes maîtres, nos enseignants ne sont plus à synthétiser ce module. Et voilà ce que nous pouvons vous fournir cet après-midi. Nous allons passer maintenant aux questions, ce que nous pouvons répondre, ce que nous et on va échanger ensemble pour trouver une solution à nos problèmes. Merci pour votre attention. Nous allons passer maintenant à voir le chat concernant les questions qui ont été posées par nos collègues une à une et essayer de répondre calmement. Oui, monsieur Mobele, on vous écoute. Oui, Aman, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur Mobele. Oui, bonjour et oui, félicitations pour le brillant exposé, comme d'habitude. Ça a été très bien présenté, voilà. Alors, moi, je voulais juste, comme l'enseignant gère une centrale pharmaceutique chez lui, quels sont les cas pratiques qu'il a trouvés par rapport à une confusion entre l'assurance qualité et le contrôle qualité? S'il y en a, qu'il peut nous donner un peu de cas pratiques pour qu'on puisse tirer et profiter d'une leçon apprise. Et aussi dans la gestion des ressources humaines, est-ce que dans sa centrale, il a pu mettre en place ce système de 20 personnes qu'il faut avec les différentes catégories? Parce que la formation que nous faisons aujourd'hui, c'est une formation des experts et c'est basé beaucoup plus maintenant sur les échanges. Donc, s'il y a des cas pratiques que l'enseignant peut nous donner comme information. Maintenant, si on n'arrive pas à mettre sur pied, à avoir les 20 personnes, comment on peut faire, comment on peut mettre sur pied un bon système si on n'a pas les 20 personnes? Qui peut remplacer l'autre? Merci. On va commencer à répondre, j'espère. Je peux intervenir? Oui, tu peux intervenir, oui. On prendra les questions puis on va commencer à répondre. OK. Déjà, merci pour la présentation. Ma question est en lien avec le chapitre 3 qui parle du cycle. Donc, c'est pour savoir si vous pouvez nous partager
quelques informations sur les KPI. Donc, si on peut avoir un modèle des indicateurs de performance concernant le cycle, ça pourrait quand même nous servir pour pouvoir améliorer notre système. Merci. OK. Monsieur Ahmed, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis en train de chercher d'abord les questions. S'il y en a d'autres questions, puis on va ramasser les questions, puis on va essayer de répondre à une à une. Est-ce que quelqu'un avait des questions ou voulait partager quelque chose? Euh, c'est long, c'est-à-dire non? OK. Excusez-moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, d'accord. Effectivement, dans l'exposé, merci d'abord pour l'exposé. Au chapitre assurance qualité, contrôle qualité. Je comprends que donc l'assurance qualité est quelque chose de très global, très général, et c'est important d'élaborer, de mettre en place une politique d'assurance qualité dans le pays. Ce que j'allais demander, c'est quelles sont les structures, les organisations, de façon standard, hein, à associer à ce processus d'élaboration d'assurance qualité. Parce que là, ça prend tellement de choses en compte. C'est vrai que les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement doivent être impliqués, mais aussi ça doit sûrement intéresser d'autres organisations. Je ne sais pas si il y a certains pays qui ont déjà mis en place, la politique d'assurance qualité dans le pays. Comment ça se passe? Parce que en Côte d'Ivoire, nous avons essayé ce processus-là, ça dure plus de 6 ans. À chaque fois qu'on se réunit, on dit il y a telle organisation qui n'est pas associée concrètement. Quelles sont les organisations, les structures qui doivent être associées à la rédaction de la politique d'assurance qualité? C'était juste ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Maintenant, je vous demande, monsieur Ahmed, de vous répondre. Bon, je vais commencer d'abord par la première question de monsieur qui demande d'abord sur le plan pratique. OK, il y a notre collègue qui vient de soulever la main là. Labila, monsieur Labila, s'il vous plaît. On a une autre candidat, Labila. Parole à vous, Labila Sangno. Vous voulez ajouter quelque chose? Allô, bonsoir.
vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Bonsoir, je suis Rabila Saïd de la pharmacie. Alors, la qualité et évoqués qui sont vraiment importants pour nous. Alors, pour venir de nos centres. Alors, comme vous le savez, de financer. De l'autre côté, vous avez parlé d'un accord des bailleurs. Est-ce que concrètement, comment mettre en place, faire des par exemple, les bailleurs peuvent dans le cadre du financement pour qu'on puisse orienter peut-être nos plaidoyers dans ce sens. L'eau. Monsieur Ahmad, je pense qu'il y a un problème de connexion chez... Il y a un problème de connexion, moi, avec oui, oui. Monsieur Labilala, il a parlé, mais je n'ai pas entendu. Il y a eu trop de... Oui. Ok, bon, je vais commencer d'abord sur le plan pratique concernant ce que mon cher Mobélé venait de solliciter, demander, sur qu'est-ce que je peux dire concernant pratiquement ce que j'ai vécu pour moi-même dans ma centrale, sur le fonctionnement du système d'assurance qualité et contrôle qualité. Bon. Je voudrais d'abord dire que moi, je suis au niveau du département de la distribution. Il y a un responsable d'assurance qualité, c'est lui qui gère la politique et stratégie de la centrale d'achat. C'est lui qui assure en même temps tout ce qui est contrôle qualité des produits pharmaceutiques au niveau, qui envoie des échantillons au niveau dans les laboratoires de contrôle qualité à l'extérieur, soit en Afrique du Sud, soit au Kenya. Donc, la personne cumule déjà la fonction de ces deux fonctions-là. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai vécu? C'est la même personne qui s'assure aussi tout ce qui est appel d'offres. C'est lui qui rédige, je peux dire, les cahiers des charges. C'est lui qui assure tout ça. Donc, et il participe aussi encore au niveau de passation de marché, je peux dire, de la commande publique. Lui, il fait partie aussi de l'équipe de la commission, de cette équipe. Moi, en ce qui me concerne, parce qu'il faut souligner ici qu'on fait cette formation pour sensibiliser à nos responsables d'achat, pour les orienter, les sensibiliser que voilà ce qui devait être, voilà ce qui devait se faire.
Donc, mais il y a aussi des décisions aussi que parfois, on ne peut pas se trouver un peu en conflit, mais si peu de décisions, c'est d'aller calmement, aller les sensibiliser, aller leur dire l'importance de cette séparation des tâches, l'importance de tout. Donc, je pense que comme ça, nous avons fait notre devoir. C'est vrai, on n'apprend pas cette formation pour aller mettre de forcing ou bien aller se trouver dans des conflits dans les structures. On nous a pris cette formation pour aller apporter des changements, des choses qui se faisaient, donc pour aller apporter des changements. Donc, je pense que nous devons aller doucement pour que les responsables, les autorités politiques comprennent, parce que si nous avons des arguments solides qui peuvent vraiment les convaincre, quand même, ils peuvent nous écouter. Donc, je pense que sur ce point-là, je peux avancer un peu. D'autres questions concernant le système de gestion logistique, quelques indicateurs auxquels quelqu'un avait sollicité. Bon, il y en a suffisamment des indicateurs dans le système d'approvisionnement. Donc, au niveau exemple au niveau de prévision, exemple, tu peux paramétrer le taux de ponctualité et d'exécution des commandes du fournisseur, le pourcentage des prix de référence internationale payés. Il y a d'autres aussi au niveau de prévision et d'approvisionnement, le pourcentage des produits de santé achetés figurant sur la liste nationale des médicaments essentiels ou sur un document similaire. Donc, voilà, le taux d'exécution commande, comme je déjà dit, commande fournisseur, pourcentage des commandes passées en urgence. Tout ça, ce sont des choses que on peut les paramétrer au niveau de notre système de gestion logistique. Le taux de opération, tout ça, là, on peut le faire donc au niveau du système de gestion logistique. Il y en a tant d'autres. Si vous voulez, bon, je peux vous passer un document complet concernant, vous allez tout voir, tout ça, c'est différents indicateurs auxquels vous pouvez se référer. Il y a au niveau de l'entreposage, il y a au niveau de la distribution, il y a tant d'autres au niveau de la distribution, le taux de satisfaction des produits, le niveau de satisfaction des produits au niveau des clients. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez les paramétrer. Donc, voilà. Voilà. Je n'ai pas bien entendu concernant la question de monsieur docteur Labille Assagnon, s'il peut nous aider encore. On va voir si ce qu'on peut répondre. Alors, bonsoir. Bonsoir. Labille Assagnon de la pharmacie. Alors, ma question portait sur le financement central d'achat. Un problème de nos différences. Alors, et vous avez parlé en plus de l'accord aussi de fond. Je voudrais un peu comprendre comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des activités qui permettent vraiment d'orienter dans ce sens, tenant compte de vos expériences faciliter. Bon, ce que je peux essayer de répondre sur cette question concernant comment on peut, ce que j'ai compris un peu, comment on peut sensibiliser les bailleurs,
ceci, cela. Bon, moi, je prends l'exemple chez nous. C'est que la centrale ne gère pas les programmes de santé. Et pourquoi? La centrale avait sollicité à un moment donné qu'il est capable à gérer les programmes, les produits des programmes. Les programmes sont venus évaluer la centrale du point de vue compétences, du point de vue activité. Ils ont dit que s'ils vont maintenant envoyer leurs produits au niveau du programme, au niveau de la centrale ne peut pas assurer ces prestations. Donc, ils ont cessé le financement, ils n'ont pas financé la centrale. On est parti avec un document montrant tout ce que les désengagements auxquels nous pouvons assurer, les prestations pour les produits des programmes jusqu'au dernier kilomètre. Et ce que nous aimerions avoir, c'est couvrir les frais de gestion des produits au niveau de la centrale. Donc, ce projet, jusqu'à maintenant, il est en cours d'étude. Ça n'est pas encore finalisé. Ce produit est là. Et nous ne recevons pas, exemple, au niveau de nos centrales, aucun financement des partenaires autres. Tel que, exemple, si on prend le Fonds mondial et consorts, nous, on ne reçoit pas. Maintenant, là, nous avons mené encore un projet pour aller leur solliciter que notre entreposage, notre magasin de stockage est très réduit. Donc, s'ils peuvent nous construire un entrepôt auquel on va se destiner aux produits de programme. Donc, sur ce projet-là, ils ont accepté qu'ils peuvent financer ça parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas des endroits pour aller stocker les produits. Donc, ils ont accepté qu'ils vont financer. Et le projet, c'est déjà envoyé quelqu'un qui est venu faire déjà les mesures, mesurer tout. Donc, pour faire l'architecture, maintenant, là, le projet est à phase d'exécution. Donc, c'est un financement que nous l'avons eu auprès des bailleurs, que grâce à un projet auquel il y a un justificatif que c'est vrai, telle chose, si nous le faisons, voici les avantages qu'ils peuvent en avoir. Donc, sans un justificatif, je ne vois pas quel bailleur qui peut sortir quelque chose pour vous financer sans avoir vraiment être convaincu là-dessus. Il y a d'autres aspects. Bon, nous, on a sollicité encore en termes de renforcement des capacités, concernant disons, aussi d'autres à former les agents de l'Ecopharma et à donner quelques outils. Ils ont tout ça renforcé concernant, vous êtes directeur, vous savez que vous gérez une centrale et vous comprendrez à la venue de la COVID, c'est que ça nous a perturbé sur le vaccin. Donc, ils ont vu qu'on était obligé d'aller louer un conteneur frigorifique. Donc, on a mené un projet pour qu'ils financent une chambre froide, pour qu'on mette les produits qui nécessitent produits thermosensibles. Donc, ils ont accepté et le chambre froide était déjà sur place. Donc, tout ça, ce sont des choses que si vous sautez et allez leur montrer la nécessité, et ils vous appuient sans problème. Toutefois, si on est assis aussi au niveau de nos centrales, on pense que peut-être ils peuvent penser à nous, ça serait un peu impossible, je pense. Donc voilà, et il y a tant d'autres, si quelqu'un peut aussi contribuer sur ce point, et je pense que ça sera bien. C'est compris un peu, monsieur le docteur Labila? Merci. Monsieur Mobili.
Vous avez monté Oui, la main là. oui, oui. Je peux? Tu peux, mon cher ami. Ok, merci. En tout cas, bon, j'ai pris bonne note du dernier point que vous avez parlé. Finalement, nous, on ne doit pas jouer le rôle d'un policier ni d'un urgentiste, mais nous devons plutôt jouer le rôle des personnes qui font l'accompagnement. Et qu'on ne doit pas se tenir dans la règle où nous devrons chercher absolument que la chaîne d'approvisionnement de rigueur doit avoir 20 personnes, comme vous venez de l'expliquer. J'ai vu déjà que la même personne s'occupe de la service qualité, la même personne est dans les rédactions des appels d'offres et tout. Donc, il y a déjà il y a des tâches qui sont plus ou moins imbriquées l'une à l'autre, mais il y a une personne qui est devant et derrière en train de piloter. Donc, nous allons prendre les dispositions, mais nous allons plutôt jouer le rôle beaucoup plus des personnes qui font l'accompagnement pour dire que, bon, désormais, nous vous conseillons plutôt de faire ceci, de faire cela. Mais que la règle de 20, de prime abord, car ça ne doit pas être une règle d'or et qu'on doit systématiquement appliquer, si je comprends très bien à travers ce que vous venez d'expliquer. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que c'était très bien dit, au moins 20 personnes. Et comme nous, disons, tous les pharmaciens qui rentrent au Comores pour travailler, ces pharmaciens s'affichent déjà au privé, ils ne viennent pas au public. Chacun, donc, vous comprendrez que ce qu'on reçoit au niveau de la centrale, ce sont je peux dire, des infirmiers même. Donc, un infirmier qui est venu que l'a adapté pour qu'il travaille dans une centrale, vous voyez comment ça fait. Donc, tout ça, ça devient un peu difficile. Donc, avec le peu de gens, quand même, mais il faut bien s'organiser et suivre les choses par rapport à la réglementation et respecter au niveau du point de vue réglementaire pour que tout ce que nous faisons, qui suit des règles vraiment, voilà. Voilà. Je pense que dans ce sens-là, on peut aider le pays à s'en sortir dans ce cadre du problème de disponibilité des médicaments. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore qu'on peut... concernant, je voulais demander une idée de logiciel de référence pour la gestion d'approvisionnement et permettre de ressortir certains KPI essentiels. Bon, concernant la gestion de logiciel, gestion logistique informatique de logistique, je peux vous dire que mon pays, nous ne sommes pas là pour le moment. Moi, je ne dis pas qu'on est en retard, mais on n'est pas là pour le moment. Parce que moi, j'avais compris qu'il faudra d'abord qu'on maîtrise d'abord tout ce qui est paperasse, les outils de gestion manuels, les fiches de stock, les fiches d'inventaire, tout. Parce que c'est ça qu'on va prendre ça, aller enregistrer au niveau de ce logiciel. Donc, si ça, on n'a même pas maîtrisé ça, s'il y a des sorties, comment enregistrer, s'il y a des entrées, comment enregistrer, comment nous allons mener un logiciel. Et on ne comprend même pas, on va mettre des données et les données seront erronées. Et si ces données sont erronées, ça sera difficile d'exploiter du point de vue. Et si c'est difficile à exploiter, c'est-à-dire que l'information que nous voulons, ça ne sera pas une information qui est pertinente. Donc, je pense qu'il y a d'abord un boulot à faire. Il faut que nos agents soient bien formés. Comment d'abord utiliser ces outils manuellement afin d'aller au niveau du logiciel. Et encore, j'ai passé dans des pays auxquels, même du point de vue, dans certaines structures qui n'ont pas même de courant, et si nous allons mettre un ordinateur quelque part là, qui est un logiciel, donc s'il n'y a pas, on a besoin du courant, il n'y en a pas. Donc, vous voyez comment ça va faire. À cela, c'est de l'ordinateur qu'on va